engagée dans la lutte contre le VIH, une campagne de distribution de préservatifs a été lancée dans ce cadre. Beyrouth a vibré ce week-end au rythme de manifestations. Chrétiennes et musulmanes libanaises ont dit non à la violence. À Hong Kong, l'accalmie n'aura duré que quelques jours. Les manifestants pro-démocratie sont de retour dans les rues. La campagne Condomise vise à briser les tabous entourant la sexualité et l'éducation sexuelle. Dans ce cadre, plus de 5000 préservatifs sont distribués et une sensibilisation a été orientée vers les jeunes sur l'importance de leur utilisation. Des salles de dépistage et de consultation ont également été mises en place. Notre culture au Soudan du Sud et ce tabou sont toujours présents. Surtout en présence des anciens, on ne parle pas de ce genre de choses, le sexe. Mais il est bon pour nous de briser ces tabous et d'avoir un nouvel état d'esprit, un bon état d'esprit, à savoir que nous devons éduquer et sensibiliser notre jeunesse et même les personnes âgées. Au village, si vous parlez de préservatif aux gens, surtout aux filles, si vous dites à une fille que vous voulez utiliser un préservatif, elle dit que vous l'avez insultée. Elle pense que vous les traitez de prostituées. C'est très rare dans le village que les gens utilisent un préservatif. Pour ce qui est des personnes qui vivent actuellement avec la maladie, nous parlons d'environ 190 000 personnes vivant avec le VIH, mais ce sont des personnes qui peuvent au moins faire le test et connaître leur statut sérologique. Cela pourrait être davantage parce que c'est encore moins de 500 000 et moins d'1 million. Et nous sommes certains que si tout le monde fait le test et connaît son statut sérologique, il est possible qu'il y ait de plus en plus de personnes déjà infectées. Mais peu de personnes se protègent contre le sida ou effectuent des tests de dépistage. Seuls 10% des Soudanais du Sud infectés par le virus bénéficient des traitements antirétroviraux selon l'Organisation mondiale de la santé. Lors de récents tests de dépistage, 5 soldats sur 100 ont été testés positifs au VIH. Selon Chris Issa de la Commission sud-soudanaise contre le sida. Un homme et une femme ont été lynchés samedi à Beni, dans l'est de la République démocratique du Congo, par une foule. Ces 2 personnes ont été tuées alors qu'ils voulaient prendre un taxi dans le centre-ville. Les victimes n'avaient pas de carte d'identité, mais des munitions, des tenues militaires et des chargeurs ont été retrouvés dans leurs bagages. Ils les accusent d'être membres du groupe armé des ADF qui tentait de se rendre à une opération contre la population. Groupe armé d'origine ougandaise, les forces démocratiques alliées ADF sont accusées d'avoir tué dans la région de Beni plus de 100 personnes depuis le 5 novembre dernier et plus de 1000 depuis 2014. C'est dans ce contexte explosif que le secrétaire général adjoint des Nations Unies, Jean-Pierre Lacroix, a passé quelques dizaines de minutes samedi à Beni, où des émeutes ont visé cette semaine des casques bleus accusés de ne rien faire face au massacre. En visitant une base de l'ONU saccagée lundi à Beni par des émeutiers qui demandent le départ des casques bleus, son message a été clair. Vous voyez ces destructions, ça n'a pas été improvisé. Je crois qu'il faut les condamner fortement et bien sûr exprimer toute notre compassion vis-à-vis des victimes dans la population civile. Le message, c'est qu'il ne faut pas se tromper d'ennemi. Nous sommes aux côtés du peuple de cette région, du peuple congolais. Est-ce qu'il y a des choses que nous pouvons mieux faire? Bien sûr que si, et nous allons y travailler. Est-ce qu'il faut que nos partenaires avec lesquels nous travaillons tous les jours réfléchissent aussi à la manière de travailler encore plus étroitement avec nous, les FARDC, la police nationale, les autorités. Mais encore une fois, il ne faut pas se tromper d'ennemis. L'ennemi, ce sont ceux qui attaquent et tuent la population. Ce sont ceux aussi qui attaquent ceux qui aident
les Congolais et notamment les habitants de cette région à lutter contre Ebola. Jean-Pierre Lacroix a très brièvement rencontré sur place le chef d'état-major de l'armée congolaise et une délégation du mouvement citoyen Lutte pour le changement, Lucha. Frontière entre le Mali et le Burkina Faso. Ces soldats français sont en pleine opération de ratissage. Ils traquent des djihadistes ou toute trace qui permettrait de les retrouver. Pendant 15 jours début novembre, les soldats de l'opération Barkhane ont mis le cap sur la zone dite des 3 frontières, entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger. C'est une région qui est favorable à l'établissement de zones logistiques, de zones d'action des groupes terroristes. Parce que c'est une région transfrontalière, puis c'est une région très difficile d'accès, avec des couverts, et donc une zone propice pour se cacher et entretenir une logistique. Pour la première fois, l'armée française est sur le terrain aux côtés des armées burkinabées, maliennes et nigériennes. Cette opération inédite, nommée Bourgou 4, qui rassemble 1400 soldats au total, vise à contrer la recrudescence d'attaques djihadistes ces dernières semaines. Le nord du Burkina Faso est particulièrement touché. Il y a peu, l'armée burkinabé ne pouvait même plus entrer dans la zone. C'est très important pour l'armée d'être partout. Nous comptons vraiment montrer à la population que nous sommes présents, voilà, que nous sommes prêts à leur apporter notre aide et voilà, de nous battre à leur côté. La tâche est loin d'être évidente. Pour cette action, le renseignement français a intercepté les communications d'un chef djihadiste. Son téléphone est localisé à 300 mètres près. Le stress monte, les militaires ont ordre de tirer sans sommation. Mais après 5 heures de marche, ils arrivent dans un village où tous les hommes ont fui. On a régulièrement du renseignement. Maintenant, la difficulté, c'est de rapidement aller sur l'objectif. Souvent, quand on arrive sur l'objectif, ils ont eu le temps de quitter la zone. Les forces partenaires font face à un ennemi insaisissable qui se fond entièrement dans la population. Conséquence, pour l'armée française, chaque villageois rencontré est susceptible d'être djihadiste. Alors, les soldats ne laissent rien passer, quitte à bousculer les populations locales. Malgré une différence abyssale de moyens, la collaboration entre armée française et armée sahélienne est donc impérative. Ils ont pas la même logistique que nous, ils n'ont pas le même matériel, mais c'est normal. Et par contre, ils ont une connaissance du terrain qui est extrêmement précieuse. Ils ont envie de travailler. Au-delà des bonnes volontés affichées, les défis restent nombreux. Les armées des pays frontaliers apprennent encore à se coordonner, non sans friction. Le 16 novembre, le Burkina Faso a ainsi accusé l'armée malienne d'exaction dans un village situé sur son territoire. Un des paniers importants de négociations que nous avons engagé à Berlin avec beaucoup d'insistance, c'est de rendre le comité des sanctions des Nations Unies sur cette affaire de vente d'armes ou de provision d'armes aux combattants libyens un peu plus efficace. Parce que pour le moment, force est de constater que les armes viennent de partout. Et donc si vous voulez des élections, si vous voulez quoi que ce soit, il faut prendre acte qu'un nouveau phénomène est arrivé sur le terrain, qui est l'ouverture d'une vraie guerre avec l'offensive de M. Haftar sur Tripoli. Donc, si j'ai un processus politique, je le garde au frigo, des élections à terme, parce qu'il faut résoudre le problème de légitimité, mais il faut d'abord un cessez-le-feu. Je confirme qu'il y a un intérêt américain plus élevé pour le cas libyen, mais tout comme les Libyens eux-mêmes, nous attendons encore plus de clarté dans ce que les Américains pensent faire ou pensent pouvoir faire en Libye. Les Américains avaient limité leur intérêt en Libye à pratiquement 2 questions fondamentales, que sont la lutte contre le terrorisme et l'écoulement normal de la production pétrolière. Ils ne se sont pas beaucoup intéressés au processus militaire interne et ni au processus de paix.
Des dizaines de Libanais se sont rassemblés samedi devant l'ambassade d'Irak à Beyrouth en solidarité avec les nombreux manifestants irakiens tués ces derniers jours, au 45e jour d'un mouvement de contestation inédit qui agite le Liban. Depuis le début, le 1er octobre, de la contestation en Irak contre une classe politique jugée incompétente et corrompue, plus de 420 Irakiens, en majorité des manifestants, ont été tués et des milliers blessés par des violences, selon un bilan de sources médicales et policières. La révolution au Liban et la révolution en Irak sont une. D'après un manifestant qui ajoute « Tout martyr qui tombe chez eux, c'est comme s'il tombait chez nous ». Nous sommes ici aujourd'hui pour faire passer un message d'amour et pour dire à tout le monde que le Liban appartient à tous. Nous ne voulons pas de zone, nous ne voulons pas de rue. Nous, les Libanais, voulons vivre librement et dans la dignité. Nous voulons de l'amour parmi nous. Il est temps de s'aimer et de respecter ce que la vie exige. Nous voulons la justice sociale pour tous. Voilà notre lettre d'amour d'aujourd'hui. Nous voulons faire passer le message que l'histoire ne se répétera pas et que nous n'accepterons pas en tant que Libanais et surtout, nous, en tant que femmes et mères, que la guerre civile revienne. Depuis le 17 octobre, le Liban vit au rythme d'un mouvement populaire sans précédent contre l'ensemble d'une classe dirigeante également jugée corrompue et un système politique basé sur le confessionnalisme et le clientélisme. Mais contrairement à l'Irak, les manifestations au Liban se déroulent dans une ambiance relativement bon enfant, émaillée néanmoins d'arrestations arbitraires. Vendredi, Amnesty International a exhorté l'État libanais à agir immédiatement pour protéger les manifestants d'attaques qui pourraient signaler une escalade dangereuse. Les manifestants pro-démocratie ont été appelés ce dimanche à manifester dans les rues de Hong Kong. Une journée de mobilisation qui intervient une semaine après des élections locales marquées par une écrasante victoire du camp pro-démocratie auquel Pékin et l'exécutif local continuent de refuser toute nouvelle concession. La police a autorisé 3 rassemblements pour la journée de dimanche, en délivrant une lettre de non-objection et a appelé les participants à rester pacifiques. Ces derniers sont appelés à se joindre à une marche en direction du consulat américain destinée à remercier Washington pour son soutien au mouvement de contestation. Les manifestants se sont rassemblés pour, entre autres, rappeler à Pékin et aux autorités chinoises leurs 5 revendications, dont l'instauration d'un véritable suffrage universel et une enquête indépendante sur ce qu'ils considèrent comme des violences policières. Depuis le début du mouvement de contestation, en juin, plus de 12 000 grenades lacrymogènes ont été tirées, selon la police. Les autorités hospitalières ont indiqué que 3 personnes ont été conduites à l'hôpital samedi soir après avoir été blessées lors de manifestations. L'une est ressortie et les 2 autres se trouvaient dans un état stable. Le mouvement pro-démocratie a débuté en juin à la suite du rejet d'un projet de loi visant à autoriser les extraditions vers la Chine continentale.